Alliance, complot, trahison, exil, mariage arrangé, retour triomphant, fin tragique, c'est pas le résumé de 4 saisons de Game of Thrones, mais celui de la vie de Justinien II. Parmi les nombreux empereurs qui ont marqué l'histoire de l'Empire byzantin, Justinien II reste sans doute l'un des plus fascinants et des plus controversés. Monté sur le trône très jeune, il a connu la gloire, l'exil, la vengeance et une fin terrible. Mais que retenir de sa vie ? Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire mouvementée de Justinien II, un homme dont le destin semble tout droit sorti d'une tragédie grecque. Justinien II, surnommé Rinotmet, on reviendra plus tard pourquoi, est né en l'an 668, dans une dynastie qui avait déjà consolidé l'Empire byzantin. Fils de Constantin IV, il monte sur le trône en 685, à seulement 17 ans. À un âge où nous on galère encore avec les maths, lui il se retrouve à gérer un empire sur le déclin. Heureusement, son père avait préparé sa succession assez tôt, en associant Justinien au pouvoir, donc il bénéficiait du prestige de son père et de la stabilité relative qu'il avait apporté quelques années plus tôt. À son arrivée au pouvoir, l'Empire fait face à de nombreux défis. La menace du califat omeyyade à l'est, les Slaves et les Bulgares à l'ouest, et une aristocratie qui n'apprécie guère les réformes. Ah oui, et j'ai pas parlé du trésor impérial à moitié vide. Concrètement, les conquêtes byzantines du siècle précédent partent progressivement en fumée, tout comme leur contrôle sur la Méditerranée. Après avoir perdu l'Égypte et le reste de l'Afrique du Nord, même les provinces autour des Balkans devenaient hors de contrôle. Malgré ce contexte, Justinien semble confiant, peut-être même un peu trop. Dès son jeune âge, Justinien II fait preuve d'une grande ambition. En 686, soit un an après son arrivée au pouvoir, il lance une offensive militaire dans les provinces du Caucase, notamment en Arménie et en Ibérie, vers l'actuelle Géorgie. Ces campagnes visent à récupérer des territoires sous influence arabe et à renforcer le contrôle byzantin dans cette région stratégique. Les Byzantins remportent plusieurs victoires, ce qui permet de sécuriser temporairement ces zones. Justinien réussit à imposer un partage des revenus fiscaux des territoires conquis avec le califat omeyyade, un accord rare et avantageux qui montre la force byzantine à cet instant. Cet accord inclut également la récupération de plusieurs forteresses stratégiques dans la région. Les Byzantins mènent également des raids en Cilicie, une région clé du sud-est de l'Asie mineure, et infligent des pertes importantes à leurs adversaires. Ces succès, combinés à la pression byzantine dans d'autres régions, amènent le califat omeyyade à accepter un traité de paix en 689, très favorable à Justinien II. Les Omeyyades s'engagent à payer un tribut annuel à Constantinople, comprenant de l'or, des chevaux et des esclaves. Ce traité symbolise une pause stratégique dans les conflits entre les deux puissances. Malgré toutes ces victoires, il y a un hic. Les campagnes militaires coûtent cher, et son règne est donc rapidement entaché par des réformes fiscales impopulaires. Pour financer ses campagnes et ses projets, Justinien impose des taxes élevées, provoquant la colère de l'aristocratie et du peuple. En 695, l'opposition atteint son paroxysme, le peuple râle, l'aristocratie tire la tronche, et le pauvre Justinien finit par se mettre tout le monde à dos. Ce qui devait arriver arriva. En 695, une révolte éclate. Un groupe de conspirateurs mené par Léonce, un général des armées, organise un coup d'état pour renverser Justinien II. Le complot est réussi, l'empereur est capturé, déposé, puis mutilé. On lui coupe le nez pour l'humilier, selon la tradition de l'époque, d'où son surnom de Rinotmet, Rinotmetus en latin, qui signifie au nez coupé. Comme si ça ne suffisait pas, il est exilé à Kherson, aux confins de l'Empire, sur les rives de la mer Noire. Et croyez-moi, Kherson, c'était pas une station balnéaire. Isolée au sud de la Crimée, c'était une ville frontalière vulnérable et peu prospère, même si elle représentait un secteur commercial important pour la région. Pendant un moment, notre ex-empereur au nez coupé se fait discret, mais il n'est pas du genre à accepter la défaite. Au fil des ans, il complote, essaie de tisser des alliances, mais se sentant menacé à Kherson, il fuit vers le Khanat bulgare, où il espère trouver un soutien décisif pour préparer son retour. En fait, après plusieurs années d'exil, il décide de solliciter l'aide des Bulgares, mais aussi des Khazars. Établis au nord des Balkans et de la mer Noire, ces Khanats représentaient une puissance montante et menaçaient régulièrement l'Empire byzantin. Justinien II part à la rencontre du Khan Buzir pour fonder une alliance. Dans l'objectif de renforcer ses liens avec ce peuple, il épouse même la sœur du Khan,
Malheureusement pour lui, Tibère III, nouvel empereur qui a entre-temps renversé Léonce à Constantinople, a eu vent de cette alliance potentielle. Naturellement, il voit ces événements comme une menace pour sa position. Du coup, sans demi-mesure, il propose une forte somme d'argent à Busire pour qu'il ordonne l'assassinat de Justinien et ainsi l'empêcher de revenir au pouvoir. Le Khan accepte la proposition, mais là, énième rebondissement, la sœur de Busire, qui avait entre-temps épousé Justinien, le prévient de ce complot. Il parvient à se débarrasser des hommes envoyés pour le tuer et s'échappe via un bateau de pêcheurs. Du coup, le pauvre Justinien est obligé de trouver un plan B. Il traverse la mer Noire pour rencontrer un autre Khan, mais cette fois du côté bulgare, un certain Tervel. Et là, ça se passe mieux. Dans un premier temps, Justinien II promet à Tervel d'importants avantages en échange de son aide militaire pour reconquérir le trône. Là encore, dans le but de consolider leur alliance, il offre même sa fille en mariage au Khan. En 705, Tervel accepte et met à disposition une armée bulgare d'environ 15 000 hommes, accompagnée de troupes slaves et d'autres alliés. Cette coalition se met alors en marche sur Constantinople. Des partisans de Justinien II à l'intérieur de la ville avaient pris soin de couper l'approvisionnement en eau et avaient trouvé un passage secret par un conduit souterrain de la ville, par lequel ils ont pu faire entrer une partie de l'armée de Justinien de manière assez discrète. Du côté des défenseurs, on retrouve Tibère III, qui n'était pas particulièrement aimé par la population et l'armée. Il était donc difficile pour lui de réagir et d'organiser une défense efficace. La population qui était aux abois semble avoir accueilli le retour de Justinien II avec un certain enthousiasme, ou du moins sans grande opposition. De toute façon pour eux, tous les 5 ans, ils voyaient passer un nouvel empereur. En plus de ça, la garnison de Constantinople était en réalité assez faible à ce moment-là, car une grande partie des troupes byzantines étaient engagées dans des campagnes militaires aux frontières de l'Empire. Les forces byzantines restées dans la capitale n'étaient pas assez nombreuses ni suffisamment préparées pour faire face à un coup d'État aussi bien coordonné. Après avoir repris la ville et exécuté ses opposants, Justinien II récompense les Bulgares et accorde à Tervel le titre de César. Il devient le premier dirigeant étranger de l'histoire byzantine à recevoir ce titre prestigieux. Cela symbolise une alliance étroite et un quasi-statut d'égal pour Tervel vis-à-vis de l'empereur. Les Bulgares obtiennent également des terres au sud du Danube, dans la région de Zagora, vers l'actuelle Bulgarie, ce qui leur permet de consolider leur présence dans les Balkans. Justinien II parvient donc à reconquérir le trône et gouverner à nouveau, mais pour combien de temps ? En 705, après avoir repris le trône grâce aux Bulgares, Justinien fait un retour triomphant. Mais il y a un petit problème. Il revient avec une liste de vengeance longue comme un gros rouleau de papyrus. Du coup, ce retour triomphal est marqué par des purges sanglantes contre ceux qui l'avaient trahi. Tout le monde y passe, des fonctionnaires, des généraux ou autres membres de l'aristocratie. Son règne devient de plus en plus autoritaire et suscite à nouveau le mécontentement. Sur le plan diplomatique, il essaie de maintenir une forme de stabilité avec les pays voisins pour ne pas affaiblir l'influence byzantine, notamment en Italie et autour du Danube. Sur le plan militaire, il lance une campagne contre les Omeyyades en 708 pour essayer de reconquérir des territoires perdus. Sa tentative échoue puisque l'armée byzantine est battue près de la ville de Tian, ce qui met à mal la réputation de l'empereur, déjà bien ternie. Résultat des courses, les aristocrates en ont encore marre. Une nouvelle conspiration éclate en 711, cette fois-ci menée par Philippikos, un autre général byzantin. À ce moment, Justinien II se trouvait en Anatolie avec une armée pour mener une énième campagne militaire. Il reçoit alors un rapport de ses partisans à Constantinople qui l'informe du coup d'État orchestré par Philippikos. Voulant reprendre le contrôle de la situation, il fait hâte vers la capitale, mais trop tard. Elle est à présent aux mains de l'usurpateur. Déjà impopulaire, Justinien II se retrouve maintenant isolé, puis abandonné par ses propres soldats. Il est à nouveau capturé, mais alors cette fois pas de retour possible, il est exécuté, ce qui met un terme définitif à son règne et à sa vie tumultueuse. Justinien II laisse derrière lui un héritage plutôt ambivalent. D'un côté, son ambition et ses réformes prouvent une volonté de renforcer l'Empire. De l'autre, son autoritarisme et sa vengeance excessive l'ont clairement conduit à sa chute. Dans l'historiographie,
Il est souvent perçu comme un tyran, mais certains historiens modernes y voient un empereur réformateur incompris. À travers ses succès et ses échecs, il incarne les défis auxquels l'Empire byzantin a dû faire face à une époque de transition et de turbulence. Finalement, Justinien II, c'est l'histoire d'un homme qui a connu les sommets du pouvoir, les abîmes de l'exil, la résilience et une fin tragique. Une vie pleine de rebondissements, mais aussi d'enseignements. De votre côté, que pensez-vous de ce personnage? Moi je pense que son histoire pourrait rendre vraiment bien à l'écran. En tout cas, merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire, et si vous découvrez la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer. Merci de votre attention, et à bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.